je suis très heureux de enfin présenter les résultats de ma thèse à André Deserre, qui a été mon rapporteur dans mon jury de thèse. Est également ici présent Philippe Richard, qui était mon président de jury. Et je peux vous dire qu'il a lu in extenso votre rapport, voilà, qui était très bienveillant, et je vous en remercie. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ma thèse. Je suis juriste chez Allianz Real Estate France, et j'ai passé cette thèse en bourse CIFRE avec l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Et donc, au sein d'Allianz Real Estate France, j'étais en charge de mettre en œuvre et de signer les baux verts d'Allianz. Voilà, donc je devais faire en sorte de signer les baux verts d'Allianz en France. Alors, d'un point de vue académique, j'ai commencé à étudier la littérature et les moteurs d'émergence de ce bail vert. Je me suis très vite rendu compte que c'était une mesure de droit souple, une démarche volontaire qui était non obligatoire et qui visait à définir une politique de développement durable dans la phase d'exploitation de l'immeuble entre le bailleur et le preneur. Alors, d'abord, il y a eu l'Australie qui a créé ce bail vert, littéralement, sous l'influence de l'ONG ACF. Et le gouvernement australien, qui était à l'époque très au fait de cette réflexion sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a mis en place des baux verts dans ses administrations. Ensuite, l'Angleterre a suivi, l'université d'Oxford, le Canada également, à travers l'association RealPAC, et puis les États-Unis, enfin en 2009. Le tronc commun de ce bail vert, c'est que c'est un outil de soft law qui est une démarche non obligatoire, contrairement au dispositif français qui a émergé lors des lois Grenelle, Grenelle 1 en 2009 et surtout Grenelle 2 en 2010. Elle a même codifié le bail vert dans son code de l'environnement en obligeant le bailleur et le preneur à intégrer une annexe environnementale au baux à usage de bureaux et de commerce de plus de 2000 m². Dans ce bail vert, il y a l'obligation d'échanger ses consommations énergétiques entre le bailleur et le preneur sur les systèmes qui sont exploités par chacun d'eux. Donc, partie commune pour le bailleur, partie privative pour le preneur, par exemple. Autre chose, donc, l'application de ce dispositif légal en 2012 pour les nouveaux baux et en 2013 pour les baux en cours. Alors oui, ce qu'il faut retenir aussi de ce dispositif légal, c'est qu'il n'y avait pas de sanction. Et à ce moment-là, on se disait, bon, c'est pas grave, on le retrouvera dans la réglementation. Eh bien, pas de bol, on ne l'a pas retrouvé en 2011. Et le décret d'application fixant le contenu de l'annexe environnementale était exempt de sanctions. Cela dit, il y avait 4 types d'informations à fournir dans cette annexe. Donc, tout d'abord, la liste des équipements en termes de chauffage, ventilation et climatisation, en termes d'éclairage et en termes d'équipements relatifs aux déchets. Deuxième niveau d'information, les consommations annuelles d'énergie, d'eau et de déchets. Voilà, alors sans plus de précision, kilowattheure, litre, kilo, on ne savait pas. Donc, comme à son habitude, le législateur était très précis dans ce bail vert. Voilà, donc c'est ironique, bien entendu. On ne savait pas trop quoi en penser ni quoi en faire. Cela dit, donc, à travers ce recensement, l'idée formulée par le législateur était de faire rassembler le bailleur et le preneur autour de ce sujet au travers de leur recensement mutuel et de discuter de la performance environnementale qu'ils comptaient mener sur le bâtiment. Et
à travers cette réunion, cette obligation de se réunir périodiquement, l'idée était de définir un programme d'amélioration. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez Alliance Real Estate France? Eh bien d'abord, on a signé 60 annexes environnementales. Donc le seuil était plus de 2000 m², donc on en a signé 60 avec des gros locataires. Mais d'abord, en 2009-2011, on a défini des standards de mesure, des unités de mesure, en se fondant sur les référentiels de l'ARIX notamment. Ensuite, on s'est demandé qui étaient nos locataires, qui allaient être nos locataires. C'est pour ça qu'on a fait un sondage d'opinion, pour savoir quel niveau de verdissement ils voulaient mener dans leurs locaux loués. Et puis, donc, il y a eu des atermoiements politiques. En 2013, on voyait que le décret obligeant la rénovation énergétique des immeubles tertiaires ne paraîtrait pas, puisque il y avait également les immeubles administratifs qui étaient dans cette obligation. Donc le décret, un autre décret imposant la rénovation ne paraîtrait pas. Il va paraître en juin, mais ça fait 5 ans qu'il doit paraître. Bon. Et donc Philippe Pelletier, qui est président du plan bâtiment durable en France, a décidé de faire signer à tous les investisseurs une charte au terme de laquelle ces grands propriétaires et grands utilisateurs également s'engagent à rénover leur parc immobilier. Donc AREF faisait partie des signataires de cette charte en 2013. Ensuite, en 2014, elle a embauché, Saint-Théo, un cabinet d'études, pour pouvoir mener et diriger les réunions environnementales qui étaient imposées dans le décret sur l'annexe environnementale. Et puis, dernière phase, c'est tout récent, elle a missionné EDF, une filiale d'EDF, pour instrumenter ces immeubles afin de savoir ce que consomment réellement ces immeubles. Donc on en est vraiment au tout début de la phase de verdissement et voilà où on est. Alors, en termes juridiques, les pratiques contractuelles de ce bail vert, on a tout simplement recopié la pratique anglo-saxonne, qui consiste à dire que finalement, ça reste une démarche volontaire qui n'est pas legally binding, il n'y a pas de responsabilité contractuelle, ce n'est pas de nature à remettre en cause le bail, même si le bailleur comme le preneur ne respecte pas les engagements. Donc on est dans une démarche de soft law, une obligation douce qui n'aura pas de force juridique véritable. Alors, il faut quand même dire pourquoi. Tout simplement parce que tous ces baux de plus de 2000 m² sont dans une logique de bail investisseur. On est dans un bail triple net. La notion d'amélioration environnementale est d'ores et déjà intégrée dans les clauses de transfert de charges auprès des locataires. Et tout cela est négocié en amont. Donc, cela remet un petit peu en question le bail vert, mais ça a le mérite de pousser la réflexion sur cette notion-là d'amélioration environnementale. Alors, utilité du contrat, mais aussi utilité de la norme. Mes recherches m'ont amené à élargir un petit peu mon sujet sur les contours du bail vert et sur la manière dont cela a été orchestré. Alors, le bail vert oriente et dirige une politique de développement durable et soutient chaque phase de verdissement de l'immeuble. Mais à chaque phase de verdissement de l'immeuble, on se rend compte que ces outils sont contestables. Le DPE, par exemple, le diagnostic de performance énergétique, je pense qu'au Canada, il existe également. C'est peut-être sous la forme anglo-saxonne de l'EPC,
Bon. Eh bien, il recense des données qui sont conventionnelles. Donc, cela est contestable. Les audits également, ils sont très vite obsolètes. La réglementation thermique, en France, elle est inintelligible. C'est un référentiel de plus de 3000 pages. On ne la comprend pas. Les processus de surperformance que sont les labels et les certifications, il y a un architecte qui est très célèbre, qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui en 2009 a condamné cette manière de valoriser les immeubles. Et je suis plutôt d'accord avec lui sur le fait qu'il ne pousse pas vers une démarche, une réflexion qui va vers la sobriété du bâtiment, puisqu'il impose des normes de surperformance qui sont parfois contre-productives. Alors, face à ces difficultés, j'ai émis deux volets de solutions. Un volet solution en droit dur, avec l'idée de rendre plus efficace et plus effective le dispositif sur le bail vert. Et donc, c'est ce que certains juristes, comme Mathilde Boutonnet, Mireille Delmas-Marty, appellent le forçage environnemental. Il faut réintégrer l'environnement au cœur de l'obligation et donc la sanctionner. L'efficience également, donc les outils que sont les DPE, les audits, les démarches de certification, qui peuvent être bonnes en soi, mais il faut les optimiser et il faut les rendre de plus en plus efficientes. La troisième solution, donc, qui est de l'ordre de l'efficacité, j'ai procédé à une réécriture du dispositif légal et réglementaire de l'annexe environnementale. J'ai essayé de réécrire aussi le fameux décret Gauchot, qui imposait la rénovation des bâtiments tertiaires. En faisant une comparaison avec le projet de décret qui va apparaître en juin, je me suis rendu compte que ça allait pas dans le sens où je le souhaitais, malheureusement. Moi, j'ai voulu faire une méthodologie, un process méthodologique un peu plus efficace, à mon sens, c'est-à-dire sur 3 années. La première année, on mesure. La deuxième année, on fait les travaux. On décide des travaux et on les fait. Et la troisième année, on contrôle ces travaux. Et le décret tel qu'il est écrit à l'heure actuelle laisse une liberté assez large et surtout beaucoup de cas de dérogation. Donc c'est une obligation qui va être encore douce. Et voilà, et c'est bien malheureux. Voilà, donc ça c'est la partie hard law. Et puis alors, je me suis fait un peu malmener pendant ma soutenance de thèse. On m'a dit, mais c'est bien gentil tout ça, mais vous êtes un peu trop français dans votre approche. Vous ne nous parlez pas assez de social, vous nous parlez pas assez des solutions de soft law. Et donc, certains membres de mon jury, j'ai bien vu qu'ils n'avaient pas lu véritablement jusqu'au bout les 700 pages de ma thèse, puisque j'en parle. Et donc, j'émets deux types de solutions dans la soft law. En reprenant l'image de l'édifice marxien, je me suis aperçu, à travers la conception de la norme, qu'il y avait un schéma opposé qui s'opérait, que c'était le législateur qui imposait aux praticiens. Et je souhaitais, dans mes propositions, que le cycle normatif marxien soit réhabilité, c'est-à-dire que le bailleur, le preneur, l'exploitant technique remontent leurs besoins à la superstructure, le plan bâtiment Grenelle par exemple, le plan bâtiment durable, pardon. Et ensuite que cette superstructure institutionnelle étalonne ce besoin
et la renvoie ensuite à la base. Donc c'est réactiver dans le bon sens le cycle normatif de production. Le deuxième élément, et j'en arrête là, c'est c'est la notion de justice for all, puisque bon, à travers les chartes, on se rend bien compte que beaucoup d'entreprises sont signataires de chartes et qu'elles cherchent à tirer un peu la couverture à elles, en se targuant de faire partie de ces bonnes pratiques et de ces best practices. Mais quel est le contrôle dans tout ça? Quel est le devenir de ces chartes? Elles s'engagent sur le papier, mais derrière, il n'y a pas de sanction. Donc, je prône un meilleur contrôle. Et alors enfin, donc c'est une synthèse de ma thèse. Le bail vert m'a permis d'élargir un peu le sujet sur la notion de normes environnementales et de voir qu'il y avait 4 boucles, enfin en tout cas 3 boucles que nous avions vécues depuis les temps immémoriaux de l'idée de nature en ville jusqu'à nos jours. La première phase, c'était la norme environnementale qui est sacralisée, qui va des premiers temps urbains jusqu'au Moyen-Âge. Ensuite, du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, la norme environnementale qui est instrumentalisée. Donc on passe de la nature sujet à la nature objet, nature projet. Et alors la 4e boucle, c'est ce que j'ai souhaité voir, et c'est ce que je souhaite voir mettre en place dans le futur, une norme environnementale plus efficace, dans laquelle l'ordre public est au cœur de la manière de concevoir la norme environnementale. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel. Je vous invite à lire ma thèse. Ce que nous ne manquerons pas de faire. Ça a l'air effectivement passionnant. Y a-t-il une question le temps que le prochain intervenant Ahmed s'installe? Courte. Oui, courte. Mais je tiens quand même à la faire. C'est que André était rapporteur. J'avais la chance de présider ce jury de thèse. Il y avait également dans le jury Philippe Pelletier, donc président du plan bâtiment durable. Et Philippe Pelletier, qui est un chaud partisan de la soft law, a été assez remarquable, disant « À titre personnel, je ne suis pas d'accord avec les positions de Jean-Michel Branchu, mais en tant que juriste, le travail qu'il a fait est absolument remarquable. Donc il a eu les félicitations du jury à l'unanimité, ce qui est en France la meilleure mention pour une thèse. Mais il a eu quand même un gage. C'est que, et ça je ne sais pas si tu l'as dit à André, c'est qu'on lui a demandé d'organiser d'ici la fin de l'année une conférence dans les nouveaux locaux d'Allianz sur justement la soft law et le hard law, et que ce serait les conférenciers seraient la composition de son jury de thèse. Voilà. Donc le jury de thèse va plancher sur la hard law et la soft law. Donc il faut que tu nous donnes tes dates, André, pour nous dire quand tu seras à Paris. Une dernière question avant. Oui. Sinon que nous ne mangions pas trop. Non, mais il y a combien la captation? Ah oui, il y a la captation. Entre la hard law et la soft law, est-ce que tu as considéré la possibilité d'avoir des pratiques qui sont définies par des groupes d'utilisateurs et qui décident d'en faire à eux-mêmes leur propre loi, quitte naturellement à jouir de ces lois dans une optique d'efficacité, une optique de communication? C'est tout le problème de la frontière qui existe. C'est pour ça qu'il y a une petite flèche du passage entre soft law et hard law. Et effectivement, la soft law, elle est utile. Je vais pas la critiquer à 100%, mais elle est utile quand on est en situation de crise institutionnelle. Et je l'ai étudié au travers des chartes urbaines au Moyen-Âge. J'en parle, page 220 de la thèse. Et je fais un parallèle
avec ces fameuses chartes volontaires, où effectivement les utilisateurs comme les bailleurs se saisissent de cette question, et alors parfois avec une dérive utilitariste et un aspect un peu marketing et médiatisé, mais parfois c'est de bonne volonté. Et ça, c'est très difficile à identifier, à séparer le bon grain de l'ivraie. Et ça va être toute la question, d'ailleurs, dans le colloque qu'on va organiser, c'est voilà, qui est le bon, qui est le méchant là-dedans. Merci encore Jean-Michel, merci beaucoup.